Grand est un faible qui est sur le point de mourir jusqu'à ce qu'une beauté aux cheveux bleus utilise des pouvoirs divins pour le ranimer. Maintenant que leurs âmes sont liées, il découvre qu'elle est une vraie déjantée, alors il décide de la remercier en lui offrant des plaisirs infinis, tout en éliminant quiconque tente de les arrêter. C'est une affaire sérieuse. Tout commence dans un paisible village où Grand coupe du bois avec son ami. Soudain, ils aperçoivent un cuirassé dans le ciel et, après une explosion, quelque chose de lumineux en tombe. Sans la moindre hésitation, Gran se précipite dans la forêt avec son Pokémon Verne pour s'assurer que le crash ne provoque pas d'incendie. En cherchant, il découvre une beauté aux cheveux bleus gisant inconsciente près du sanctuaire et se hâte de la secourir. Après avoir repris connaissance, Erin voit un grand cristal attaché à son collier et réalise qu'elle est l'objet brillant qu'il a vu tomber du vaisseau. Comme il est puceau, un peu comme vous, tout le sang quitte son cerveau et il propose d'aider la jeune fille de toutes les manières possibles, espérant obtenir quelques faveurs. La jeune fille se présente alors comme Lyria et explique qu'elle était enfermée depuis longtemps jusqu'à ce que son amie Catalina tente de la libérer, mais elles ont rencontré des problèmes et elle est tombée du cuirassé. Elle veut retrouver Catalina, mais Gran suggère de retourner au village pour l'instant avant que des monstres n'apparaissent. C'est alors que 2 chevaliers du cuirassé surgissent et exigent qu'il leur livre la jeune fille. Gran prend la défense des opprimés, alors quand l'un d'eux se jette sur lui, il le met hors de combat. Le second utilise une arbalète pour le prendre par surprise, mais Gran dévie la flèche et le découpe également. Alors qu'il reprend son souffle, l'un des chevaliers utilise un pistolet lance-fusée pour appeler des renforts, et tout le monde dans la zone est alerté. Gran et Lyria s'enfuient quand ils se retrouvent encerclés de toutes parts, mais Catalina apparaît enfin et s'occupe habilement des chevaliers de l'Empire avec sa magie de glace, leur offrant une chance de s'échapper. Alors qu'ils reprennent leur souffle, Catalina se présente comme l'ancienne lieutenant chevalier de l'Empire et remercie Gran et Verne pour leur aide. Elle explique que l'Empire gardait Lyria captive depuis des années pour ses pouvoirs spéciaux, alors elle a risqué sa propre vie pour la libérer. Gran dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas sûr qu'ils sont en sécurité, alors il propose de les accompagner jusqu'à ce qu'ils trouvent leur dirigeable caché. En chemin, il voit les chevaliers de l'Empire malmener un père et sa fille, et Catalina entre dans une fureur noire car elle est elle-même chevalier. Quand les chevaliers menacent de faire du mal à la petite fille, elle en a finalement assez et intervient, les battant tous avec l'aide de Gran. Peu après, il tombe dans une embuscade d'arbalète, mais Catalina parvient à dévier toutes les flèches seule. C'est alors que le toutou de l'Empire, le capitaine Palmer, apparaît et jure de leur donner une bonne leçon. Catalina sent alors quelque chose et demande à Gran de courir, mais avant même qu'il ne puisse réagir, une hydre cracheuse de feu commence à les attaquer. Le dragon choisit de cibler Gran parmi tous et commence à lui lancer des boules de feu que Gran esquive de justesse. Il se bat vaillamment, mais malgré les efforts de Gran, il finit par mourir des mains du dragon, laissant Lyria sous le choc. Alors que Verne pleure sur son corps sans vie, le capitaine Palmer blâme Lyria pour la mort de Gran, alors elle jure de donner ses pouvoirs à Gran. C'est alors que Gran se retrouve en train de se noyer et Lyria apparaît sous une forme angélique, lui tendant la main et lui demandant d'utiliser ses pouvoirs. Peu après, Gran se réveille, mais quelque chose chez lui donne des frissons à Palmer. Il demande au dragon d'attaquer Gran à nouveau, mais Gran et Lyria ont synchronisé leurs pouvoirs pour invoquer un dragon divin appelé Bahamut. À la grande surprise de tous, l'hydre semble être un insecte en comparaison du Bahamut, mais Palmer ne comprend pas la situation et ordonne à son dragon d'attaquer. Malgré les meilleurs coups de l'hydre, Bahamut semble imperturbable et commence à charger une énorme bombe spirituelle dans ses griffes. Il lance alors la bombe vers Palmer et ses hommes et l'attaque est si puissante qu'elle emporte presque tout le terrain. Effrayé pour sa vie, Palmer ordonne à ses hommes de battre en retraite vers le vaisseau et de faire leur rapport à l'Empire, permettant aux autres de pousser un soupir de soulagement. Après leur départ, Lyria absorbe le Bahamut dans le cristal sur sa poitrine, juste avant que Gran ne s'effondre dans ses bras. Il se retrouve dans un rêve, lisant une lettre de son père qui est parti acheter du Milky et n'est jamais revenu. La lettre parle des îles de feu, de dragons et d'astrals aux pouvoirs mystérieux, et Gran est impatient d'explorer ces choses. Il dit à Verne qu'il deviendra un voyageur du ciel, mais sa rêverie est interrompue quand son ami Aaron apparaît et déclare que de telles choses ne sont que des contes de fées. Cependant, Gran devient très sérieux. Il affirme avec fermeté que l'île des astrales est réelle et que son père l'y attend. Il déclare qu'il deviendra un voyageur du ciel comme son père et ira lui-même sur cette île. Mais Aaron lui rappelle qu'il se perd en rentrant chez lui, alors il se perdra certainement dans le ciel. Ils commencent à se disputer jusqu'à ce que le père d'Aaron leur donne une tape sur la tête et leur dise qu'ils n'auront pas de collation aujourd'hui. Il conseille également à Gran d'y aller doucement car il croit qu'un jour viendra où Gran prendra réellement son envol. À ce moment, Gran se réveille et trouve Lyria à ses côtés et elle se jette immédiatement dans ses bras, soulagée qu'il soit sain et sauf. Elle commence alors à toucher son abdomen pour voir si ses blessures ont guéri, mais personne ne l'a jamais touché, même avec des pincettes.
Cela le fait donc tomber de son lit. Entendant le bruit, Vern et Catalina arrivent aussi, et ils sont tous heureux de le voir sain et sauf. Quand il demande ce qui est arrivé aux chevaliers de l'Empire, Catalina l'assure qu'ils ne reviendront pas de sitôt. Grant demande ensuite si les villageois vont bien, et elle répond que tout le monde va bien, sauf lui qui est censé être mort. Vern croit qu'il a simplement été guéri par magie, mais Catalina affirme qu'il était bel et bien mort et que les pouvoirs de Lyria l'ont ramené. Grant demande une explication, alors Catalina révèle que l'Empire recherchait le pouvoir des cristaux Primo depuis de nombreuses années pour étendre son domaine et Lyria était la clé de leur plan. Cependant, ils n'ont pas trouvé le moyen d'utiliser ses pouvoirs, alors ils l'ont enfermée dans une pièce. Catalina voulait qu'elle vive une vie normale, alors elle l'a aidée à s'échapper de sa captivité. Le pouvoir de Lyria vient d'un cristal primal, ce qui lui permet de contrôler les bêtes de l'astral, et c'est pourquoi elle a pu invoquer Bahamut. Grant et Vern s'enthousiasment en pensant que Lyria est l'une des astrales légendaires, mais Catalina leur annonce que tous les astrales ont disparu il y a longtemps. Lyria n'a aucun souvenir d'avant sa capture par l'Empire, donc elle ne sait même pas qui elle est, ni d'où elle vient. Elle ne comprend pas pourquoi elle a ses pouvoirs, mais elle admet que lorsque Grant a été blessé, elle a ressenti au plus profond d'elle-même qu'elle pouvait l'aider. Elle a fusionné sa force vitale avec lui et c'est ainsi qu'il a pu revenir à la vie. Cependant, ils partagent maintenant la même force vitale, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être séparés. S'ils s'éloignent trop, la force s'affaiblira et Grant mourra à nouveau. Après avoir lâché cette bombe sur Grant, Catalina révèle qu'elle prévoit de quitter l'île bientôt et qu'il doit les accompagner. Elles s'inclinent toutes les deux pour s'excuser auprès de lui, mais Grant dit que c'était sa propre faute d'être faible et remercie Lyria de lui avoir donné une autre chance dans la vie. Il dit qu'il n'a aucun problème à la suivre partout où elle ira car il a toujours voulu voyager à travers le monde. Ces paroles motivantes touchent Lyria et Catalina et Vern déclare qu'il les rejoindra aussi. Il tend alors la main à Lyria et dit que les cieux infinis les attendent, ce qui la fait pleurer. Vern suggère ensuite de trouver un moyen de les empêcher de mourir et Catalina dit qu'ils peuvent trouver les réponses sur l'île astrale. Cette nuit-là, tout le village organise une fête pour leurs invités inattendus où Catalina se confie, se blâmant pour le raid de l'Empire et s'excusant pour tous les problèmes qu'elle a causés. Les villageois l'accueillent à bras ouverts, mais elle dit qu'elle ne veut pas causer plus de problèmes, alors elle partira demain. C'est alors que Grant dit à tout le monde qu'il partira avec eux pour l'île astrale afin de retrouver son père. Les villageois s'inquiètent pour sa sécurité, mais Vern leur dit « Nous veillerons sur Grant ». Cependant, l'un d'eux commence à taquiner Vern en le traitant de lézard inutile, ce qui fait rire tout le monde. C'est alors que son ami d'enfance Aaron commence à crier, le traitant d'imprudent pour s'être lancé dans un voyage aussi dangereux. Catalina l'assure qu'elle protégera Grant, mais Aaron continue de faire des histoires jusqu'à ce que son père lui dise de se taire. Il dit que Grant attendait le jour du départ depuis qu'il avait reçu une lettre de son père et après que les autres villageois l'aient soutenu. Aaron finit par l'accepter. Il demande à Grant s'il reviendra un jour et Grant promet que oui. Soudain, l'ambiance s'allège avec les gargouillements d'estomac de Lyria et tout le monde se jette sur le festin. Le lendemain, Grant se prépare et emporte la lettre de son père avec lui avant de retrouver les filles dans leur dirigeable. Après avoir dit au revoir aux villageois, Grant monte à bord du dirigeable et même s'ils ont un début difficile, Catalina parvient à le maîtriser. Grant regarde alors en arrière et réalise que le village, qui a été tout son monde jusqu'à présent, est en fait assez petit. Cela l'enthousiasme encore plus pour les choses qu'il est sur le point de vivre au cours de ce voyage palpitant. Après un certain temps, le moteur du dirigeable tombe en panne et toute l'équipe s'écrase dans une vallée voisine. Alors qu'ils en sortent que péniblement, un homme nommé Rackham passe par là et commence à inspecter leur vaisseau. Il constate qu'il est gravement endommagé et pourrait ne plus jamais voler avant de poser à Catalina quelques questions techniques sur le dirigeable. Il réalise rapidement qu'elle est aussi ignorante qu'elle en a l'air concernant les détails et lui dit de suivre une formation adéquate avant de s'éloigner. Après son départ, l'équipe aperçoit un cargo à proximité. Alors Catalina suggère de le suivre car il doit se diriger vers une ville voisine. Peu après, ils arrivent à la ville portuaire de Brise et Lyria et Grant sont tous deux ravis de voir autant de monde au même endroit. Ils aperçoivent également plusieurs dirigeables volés autour. Et Catalina dit que cette ville est un carrefour pour les voyages d'île en île. Les voyageurs du ciel du monde entier viennent ici pour acheter des fournitures ou vendre leurs précieuses découvertes et ils peuvent même acheter un dirigeable s'ils en ont les moyens. Mais comme ils sont fauchés, Catalina suggère de prendre un navire de passagers après avoir obtenu quelques articles essentiels. En parcourant le marché, Catalina aperçoit un chat endormi dans une boutique et commence à le caresser. Lyria révèle que Catalina adore vraiment les animaux mignons et moelleux et elle commence à courir après Vern pour le caresser aussi. Quand Lyria aperçoit un journal avec une jolie couverture, Catalina lui dit de l'acheter et promet de lui apprendre à lire et à écrire.
Ce soir-là, alors qu'elle serre le journal contre son cœur, l'équipe s'aventure dans un grand bâtiment avec une statue prestigieuse devant. Alors qu'ils se demandent ce qu'est ce bâtiment, un vieil homme révèle que c'était un temple autrefois, mais que maintenant c'est un lieu de rencontre pour les marchands. La statue devant est celle de Tiamat, la divinité gardienne de la ville qui était vénérée pour envoyer des brises des cieux, jusqu'à ce que les gens comprennent le concept de la météo. Cette nuit-là, pendant que Gran et Vern observent les étoiles, Lyria raconte sa journée dans son journal. Le lendemain, Catalina panique en apprenant que tous les vols passagers sont déjà réservés et qu'il faudra un certain temps avant qu'un ne soit disponible. C'est alors que Gran entend un navire arriver et se précipite au port pour le voir. Alors qu'il admire l'ampleur du navire, Rakam apparaît à nouveau et commence à décrire chaque élément du vaisseau en détail, comme s'il l'avait construit lui-même. Gran lui demande s'il est un voyageur du ciel et il répond qu'il l'était mais que ses jours sont derrière lui. Il les emmène ensuite à son garage où il révèle qu'il a en fait réussi à réparer en partie le vaisseau qu'ils avaient écrasé hier. Il promet de s'assurer qu'il vole à nouveau et leur permet de l'avoir à condition qu'il révoque le permis de conduire de Catalina. C'est alors qu'un gars nommé Drang et sa sturme mal fagotée se présentent au garage et disent à Lyria qu'ils ont un vaisseau supplémentaire qu'elle peut utiliser. Rakam la prévient immédiatement de ne pas faire confiance à ces idiots. Alors Drang sort des pommes de sa poche car il sait d'une manière ou d'une autre que Vern les adore. Il leur demande ensuite des nouvelles de Catalina, mais cela le démasque car seul quelqu'un de l'Empire la connaîtrait, surtout qu'elle n'est pas là. Après qu'il commence à agir comme un idiot, Sturm le pique avec son épée et dit à Grant de prendre le vaisseau et de quitter l'île. Quand ils refusent, ils deviennent sérieux et se préparent à attaquer Grant, mais Rakam crée un écran de fumée en utilisant le dirigeable cassé, ce qui leur permet de s'échapper. Drang et Sturm les poursuivent, et quand Gran réalise qu'il ne peut pas les semer avec Lyria à ses côtés, il demande à Vern d'emmener Lyria pendant qu'il retient les poursuivants. Drang lance une boule de feu sur Gran en guise d'avertissement, mais il la tranche avec son épée et les charge de front. Avant qu'ils ne puissent les atteindre, quelqu'un utilise des débris d'un bâtiment voisin pour créer plus de chaos et Rakam apparaît de nulle part, les menant dans un tunnel. À leur insu, une femme mystérieuse les observe depuis le toit. Dans les tunnels, Rakam révèle que ces passages étaient utilisés pendant la guerre et demande à Gran s'il a un chromosome supplémentaire parce qu'il combattait quelqu'un de bien plus fort. Gran dit que c'était sa seule option et bien que Rakam admire son courage, il lui dit de donner de la valeur à sa vie. De retour au port, Catalina cherche désespérément son équipe et ils la rejoignent bientôt en utilisant le système de tunnel. Elle demande où ils sont allés, alors Gran les emmène dans une taverne où il révèle qu'ils ont été poursuivis par des gens de l'Empire. Il suggère qu'ils quittent cet endroit dès que possible, mais Catalina leur annonce que tous les vols sont déjà réservés. Alors qu'ils examinent leurs options, une mignonne nommée Siro apparaît et Catalina réalise immédiatement que c'est une marchande. Lyria demande pourquoi elle a l'air si petite pour apprendre qu'elle est une Arvin qui a toujours l'air jeune malgré son âge avancé. Catalina lui demande si elle peut leur trouver un vaisseau de voyage, mais elle répond qu'aucun n'est disponible. Cependant, il y a un vaisseau d'occasion à vendre, mais Catalina dit qu'ils ne peuvent pas se le permettre et qu'ils n'ont même pas de pilote. C'est alors que des gars à la table voisine leur recommandent de parler à Rakam car c'est un excellent pilote. Cependant, il passe tout son temps et son argent à réparer une épave, espérant la faire voler à nouveau. Plus tard, Gran suggère de demander à Rakam d'être leur pilote, mais Catalina n'est pas très sûre car elle ne le connaît pas assez bien. Quoi qu'il en soit, elle accepte de les accompagner et ils trouvent bientôt l'énorme vaisseau que Rakam essaie de réparer depuis des lustres. Contrairement à ce que le gars avait dit, le vaisseau semble être en très bon état et Gran est excité car il pourrait donc vraiment être capable de faire voler cette chose. C'est alors que Catalina sent les forces de l'Empire marcher vers eux et dit à tout le monde de se cacher rapidement dans les ruines. Le peloton est dirigé par un autre Arvin nommé Furious qui prend fièrement sa chaise et dit à ses hommes de ravager toute la ville. L'un des chevaliers suggère calmement d'adopter une approche plus passive, mais il s'énerve et l'élimine sur le champ. Furious sent alors quelqu'un se cacher dans les ruines et dit à son mage de les faire exploser, mais Gran et les autres parviennent à sortir juste au bon moment. Alors qu'ils se retrouvent face à Furious, il dit à ses hommes de les capturer et se moque d'eux pour avoir pensé que ce vaisseau minable pourrait un jour voler. C'est alors que Rakam utilise son fusil de précision pour semer le chaos, déclarant qu'il ne laissera personne jouer avec le feu près de son bien-aimé Grand Cypher. Avant cela, Rakam avait fait un mauvais rêve où son vaisseau s'écrasait à cause de vents violents et quand il s'est réveillé, il a vu l'agitation dehors. Pendant ce temps, Furious a dit à Catalina qu'il était responsable du fait qu'il n'avait pas pu trouver de dirigeable de passagers parce qu'il voulait enfermer Catalina sur cette île. Il leur a également dit qu'il avait eu le feu vert pour faire exploser toute cette île et a ri hystériquement en leur disant qu'il était trop tard pour sauver qui que ce soit. Il est alors devenu très sérieux et a dit à ses hommes de les capturer et c'est à ce moment-là que Rakam a tiré sur le pied de la chaise de Furious pour le faire tomber. À présent, plusieurs balles sont tirées à leurs pieds et au milieu du chaos, Gran ouvre une trappe vers les tunnels souterrains, permettant à tout le monde de s'échapper en toute sécurité.
Une fois à l'intérieur, ils voient une lumière devant eux, et tandis que Catalina est sur ses gardes, Gran l'assure que tout va bien. Quelques secondes plus tard, Rackham apparaît avec une lanterne et Gran dit qu'il a réalisé que c'était lui parce qu'il avait tiré près de la trappe pour les aider à s'échapper. Rackham dit qu'il ne faisait que protéger son vaisseau et qu'il se trouvait juste au bon endroit au bon moment. Il leur dit ensuite que le passage mène à sa planque et qu'ils sont les bienvenus pour rester avec lui jusqu'à ce que leur niveau de recherche diminue. Une fois là, il admet avoir perdu son sang-froid et avoir commencé à tirer sur le général de l'Empire avant de leur demander pourquoi ils étaient même là. Gran dit qu'ils le cherchaient spécifiquement parce qu'ils avaient besoin d'un pilote capable pétable de les faire quitter cette île. Rackham refuse de les aider, disant qu'il ne pilotera aucun autre vaisseau que le sien. Il leur présente ensuite le Grand Cypher, un vaisseau dont il est obsédé depuis qu'il est tout petit. Quand il était jeune, son rêve était de la réparer et de la faire voler à nouveau. Alors il a collectionné des pièces pendant des années et a travaillé dessus constamment, risquant même sa propre vie dans le processus. Finalement, il a réussi à terminer les réparations, mais quand il a essayé de la faire voler, elle l'a laissé tomber. Depuis ce jour, elle est restée là, inactive. Gran lui a demandé pourquoi il avait arrêté d'essayer maintenant et il répond que c'est parce qu'il ne sait même pas ce qui ne va pas avec le vaisseau. Il croit que le vaisseau ne veut pas l'accepter comme pilote et il refuse de monter à bord d'un autre vaisseau, donc ils sont dans une relation toxique, un peu comme vos parents. Même ainsi, il refuse d'abandonner, jurant de la faire voler même si cela lui prend des décennies. Il propose même d'apprendre une chose ou deux à Gran et Gran apprécie le geste. Catalina remarque alors que les chevaliers de l'Empire sont partis, mais comme il prévoit de détruire toute la ville, elle veut avertir les gens avant qu'il ne soit trop tard. Il remercie Rackham pour l'aide avant de partir, mais il décide de les accompagner, sachant qu'il ne peut pas se reposer tant que des innocents sont en danger. Pendant ce temps, Furious est furieux contre ses soldats pour être plus inutile que Sakura. Alors, avant de quitter cet endroit pour de bon, il décide de le transformer en un grand feu de joie. L'un des chevaliers demande ce qu'ils feront de Lyria, et il lui dit de la brûler avec le reste d'entre eux. C'est alors qu'un vent violent commence à souffler. Et quand Vern demande, Catalina dit qu'elle a entendu des rumeurs d'une arme assez puissante pour décimer une île entière. Même Gran et Lyria sentent que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. Mais avant qu'ils ne puissent atteindre la ville, ils rencontrent Drang et Sturm une fois de plus. Catalina leur demande s'ils ont été envoyés par l'Empire pour récupérer Lyria, mais ils refusent de répondre. Catalina est qui est prête à les combattre. Mais Drang suggère de mettre leurs différences de côté et offre une pomme à Vern en signe d'amitié, ce que Vern rejette car il ne lui fait pas confiance. Il leur demande ensuite de prendre un dirigeable et de quitter cet endroit, mais Catalina le repousse. Sturm dit calmement qu'il manque de temps, ça il manque de temps. Alors Drang décide de forcer l'équipe à monter sur son vaisseau. Quand il sort ses armes, Rackham le charge avec son fusil et est bientôt suivi par Gran. Pendant ce temps, Storm charge Catalina et commence à croiser le fer avec elle. Peu après, Drang remarque des éclairs dans les nuages et réalise qu'il ne peut plus jouer. C'est alors qu'une tornade commence à s'approcher d'eux, alors Sturm le rejoint et lui suggère de filer avant qu'il ne soit trop tard. Catalina demande s'ils sont liés aux agissements de l'Empire, mais il refuse de répondre encore une fois. Il leur offre alors une dernière chance de le rejoindre, mais Catalina refuse à moins qu'il ne révèle tout. Ne voulant rien partager, Drang leur souhaite bonne chance et s'en va, et Catalina trouve étrange qu'il soit parti sans tenter d'enlever Lyria. Elle pense que même si Drang et Sturm font partie de l'armée royale, ils ne doivent pas être sous les ordres du général furieux. Elle se tourne ensuite vers Lyria pour échapper à ce qu'elle a ressenti plus tôt, et elle soupçonne que le général contrôle d'une manière ou d'une autre la météo. Alors que la situation empire en ville, tous les civils se rassemblent dans le temple et commencent à prier pour leur sécurité. L'équipe des héros les rejoint aussi et découvre plusieurs civils blessés à leur grande horreur. À ce moment-là, le temple commence à trembler et ils se précipitent sur le balcon pour voir plusieurs tornades arriver dans leur direction. Gran attrape rapidement Lyria et se met à l'abri, et la tornade frôle le temple, emportant toute la façade. Rackham soupçonne que le bâtiment ne tiendra pas et qu'ils doivent évacuer les gens, et il n'y a qu'un seul navire au quai assez grand pour faire sortir les femmes et les enfants. Cependant, le pilote ayant été blessé plus tôt, personne ne peut le faire voler. À cet instant, un père désespéré supplie Rackham de piloter le navire et de sauver sa famille, et Rackham accepte de prendre la barre. Alors qu'il se dirige vers le vaisseau, la pensée du grand malheur l'arrête net, mais il se ressaisit et rejoint les autres. Une fois arrivé au port, il voit le général furieux incendier le navire avec des canons avant d'expliquer que la déesse Tiamat est réelle et qu'elle est furieuse contre les gens parce qu'ils l'ont oubliée. Quand Rackham revient avec la mauvaise nouvelle, Lyria lui demande de la rapprocher de Tiamat avec un plus petit vaisseau afin qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs pour contrôler. Même si Rackham est sceptique quant à ses capacités, ils n'ont pas d'autre choix, alors il accepte de la conduire près de la déesse du vent. Il emmène ensuite toute l'équipe à bord de son grand chiffre, et même si elle n'avait jamais volé pour lui auparavant, il pense que ça marchera cette fois-ci. Contre toute attente, Rackham parvient réellement à la faire voler, et maintenant ils sont un pas plus près de sauver la ville.
Après avoir traversé les sombres nuages, ils voient une gigantesque montagne de glace sur leur chemin et Rackham utilise ses compétences de pilotage supérieures pour la contourner aisément. Peu après, il rencontre plusieurs îles flottantes et au milieu se trouve un nuage géant où Tiamat réside dans un état de transe. Alors qu'il s'approche, Gran et Lyria s'endent à son réveil et avertissent Rackham, ce qui ne fait que l'exciter davantage. Pendant ce temps, la ville est frappée par des éclairs continus. Tandis que Furieux observe de loin depuis son vaisseau, il s'enquiert de Tiamat et l'un des chevaliers lui dit que bien que son niveau d'agressivité soit bien plus élevé que prévu, ils peuvent toujours la manipuler. Cela excite Furieux et il dit à ses hommes d'enregistrer tout ce qui s'est passé ici. Pendant ce temps, le grand chiffre percute quelques petits rochers, mais Rackham est confiant que de simples cailloux ne peuvent pas abattre le vaisseau. À ce moment-là, Gran remarque que Tiamat prend des mesures défensives contre eux et peu après, un certain nombre de missiles à tête chercheuse sont envoyés vers leur vaisseau. Rackham en esquive la plupart, mais certains parviennent à toucher, ce qui inquiète les autres. Rackham, cependant, est confiant et demande à Gran s'il sait comment amener un vaisseau à sa vitesse maximale. Gran répond que cela se fait en poussant la puissance à fond, mais Rackham révèle qu'il y a une autre méthode. Il emmène ensuite le vaisseau aussi haut que possible et coupe les moteurs, laissant la gravité faire le travail pour lui. Grâce à cette astuce, ils échappent aux missiles à tête chercheuse, seulement pour apercevoir une Tiamat géante blottie avec d'étranges dragons attachés à son corps. Elle s'éveille alors majestueusement et son aura est si puissante qu'elle leur donne des frissons. Gran ordonne rapidement à Lyria d'utiliser ses pouvoirs, alors elle se connecte au cristal et demande télépathiquement à Tiamat de ne pas détruire l'île. Tiamat n'écoute pas et commence plutôt à les attaquer. Mais Lyria est confuse quant à la raison pour laquelle elle n'écoute pas. Elle se précipite vers Gran et lui demande de lui rendre un service. Alors Gran dit à Rackham de les faire voler directement au-dessus de Tiamat. Elle continue d'attaquer le grand chiffre, mais Rackham esquive habilement et s'élève jusqu'à ce que le vaisseau soit au-dessus. Lyria révèle alors que l'Empire a fait quelque chose pour faire souffrir Tiamat et qu'elle va utiliser le pouvoir de Bahamut pour l'aider. Elle transfère ensuite ce pouvoir à Gran, qui fait immédiatement un bond et utilise les îles flottantes pour se positionner près d'elle. Tiamat le sent et essaie de l'attraper, et malgré ses attaques destructrices qui le frappent, il persévère et frappe le cristal primordial sur sa poitrine. La destruction du cristal met fin à la corruption dans l'esprit de Tiamat. Alors, quand elle voit Gran tomber en chute libre vers une mort certaine, elle utilise rapidement ses pouvoirs pour le secourir. Elle ramène ensuite Gran au vaisseau dans ses paumes. Et tandis que les autres sont soulagés qu'il soit sain et sauf, Rackham est concentré sur le fait que tout le monde a oublié leur déesse. Nous les avons bénis avec des vents pendant des siècles. À ce moment-là, il jure de retourner en ville et de faire savoir à tous qu'elle est toujours là, pour que personne ne l'oublie. Juste à ce moment-là, il voit une lueur au-dessus de Lyria qui se transforme bientôt en un objet, et Lyria déclare « c'est un cadeau de la déesse ». Ensuite, ils sont retournés en ville et Lyria remercie Rackham car cela n'aurait pas été possible sans sa contribution. Elle s'adresse ensuite aux gens, leur disant que Tiamat a été libérée de sa souffrance et les bénira désormais de douces brises, comme elle le faisait autrefois. Rackham ajoute que c'est aussi leur faute de l'avoir oublié et leur demande de ne pas répéter cette erreur. Plus tard ce jour-là, tandis que Lyria et Virn se dirigent vers la taverne, Gran se fait bander, mais Catalina le voit en difficulté et propose de le soigner. Elle lui dit qu'il est trop imprudent dans sa façon de combattre, surtout quand il n'y a pas de bouton de réapparition dans la vraie vie. Elle lui demande pourquoi il ne valorise pas sa propre vie et Gran répond qu'il n'a fait que ce qui lui semblait juste sur le moment. Elle demande ce qu'il aurait fait si la déesse ne l'avait pas sauvé, mais Gran dit qu'il espérait s'en sortir grâce au pouvoir de Lyria. Catalina lui dit que puisque lui et Lyria partagent une seule force vitale, cela signifie qu'elle est aussi sa gardienne. Donc à partir de maintenant, il doit la consulter avant de faire quelque chose d'aussi dangereux. Après qu'il se soit excusé de l'avoir inquiété, ils rejoignent tous deux Lyria et Virn pour le dîner, où Lyria lui montre le cadeau qu'elle a reçu de Tiamat. Dès qu'ils le touchent, ils voient tous deux une vision de volcan. Et tandis qu'ils sont confus, Siro apparaît et révèle qu'ils tiennent un morceau de la carte céleste. Catalina révèle alors que c'est censé être l'héritage des astrales et qu'il faut tous les collectionner pour traverser le sinistre bassin qui divise les cieux. Lyria parle à Siro de la montagne rouge qu'elle a vue et Siro révèle qu'elle est située dans le duché de Valtz. Cette nuit-là, pendant que Rackham répare le vaisseau, Gran l'approche et lui demande s'il voudrait être leur pilote pour leur voyage. Rackham lui demande où il doit aller, mais Gran hésite à répondre, ce qui fait penser à Rackham qu'il manque d'entrain. Mais quand Gran dit qu'il veut aller à l'île d'Estalucia, Rackham est choqué. Gran sort alors la lettre de son père et l'attend à Rackham, lui disant que même si les gens croient que cet endroit est une fantaisie, il veut le voir de ses propres yeux, il veut vivre toutes sortes d'aventures et devenir un grand aéronaute comme son père. Et pour cela, il a besoin d'un bon pilote. Respectant son ambition, Rackham accepte d'être son pilote et ils se préparent à décoller dès le lendemain. Avant de partir, Catalina demande à Rackham s'il est vraiment sûr de cela, lui rappelant que leur voyage est dangereux.
Rackham répond que la seule raison pour laquelle il a vécu ici si longtemps est qu'il pouvait faire voler le vaisseau. Mais maintenant qu'il est en l'air, il veut l'emmener faire le tour du monde et tout expérimenter. Catalina le remercie ensuite pour tout ce qu'il a fait. Mais avant qu'il ne parte, Siro arrive en courant et dit qu'elle a un travail pour eux. Elle révèle qu'un client veut qu'ils trouvent quelqu'un, mais comme ils doivent être discrets, ils leur parleront directement dans le duché de Valtz. Puisque Lyria a vu la montagne rouge sur la carte céleste qui est aussi à Valtz, Grant dit à Rackham de les y emmener. Une fois en l'air, Rackham déclare grand capitaine de ce vaisseau, et bien qu'il hésite au début, Virn lui dit que son père est aussi devenu capitaine à son âge, et cela l'aide à accepter son rôle. Ailleurs, Drang et Sturm font leur rapport à leur maître, s'excusant de leur échec à capturer Catalina et les autres. Leur maître leur demande sévèrement s'ils ont planté les graines, et Sturm révèle qu'elle a répandu des rumeurs dans toute la ville. Après un certain temps, Grant et les autres aperçoivent la montagne rouge qu'ils ont vue dans la vision, ce qui indique qu'ils sont arrivés à Valtz. Une fois atterris, Rackham révèle qu'ils n'ont pas l'autorisation d'atterrir, alors l'équipe pousse Graham en avant puisqu'il est leur capitaine maintenant. Pendant qu'il signe les documents, les autres examinent de plus près la montagne et sont hypnotisés par son aspect majestueux d'ici. Catalina explique que puisque la lave coule continuellement de la montagne, le duché l'a utilisée en construisant des industries sidérurgiques autour de la ville. À ce moment-là, Siro apparaît et ils sont choqués, se demandant comment elle est arrivée là avant eux. Elle dit en plaisantant qu'elle est partout à la fois, mais refuse d'en dire plus. Gran et Rackham rejoignent les filles, alors Siro leur tend une carte et leur demande de se retrouver à l'endroit marqué pour un travail plus tard. Elle leur dit aussi de faire attention à leur manière car les habitants sont nerveux en présence d'étrangers avant de partir. Ensuite, l'équipe entre dans la ville qui semble tout droit sortie d'Assassin's Creed Syndicate, mais leur enthousiasme retombe quand ils remarquent que les gens leur réservent un accueil froid. Cette nuit-là, ils se dirigent vers une taverne où Siro les présente à leurs clients, qui sait déjà qu'ils ont sauvé Port-Brise et veut qu'ils fassent quelque chose de similaire pour Valtz. L'ambiance change dès qu'ils révèlent qu'ils travaillent dans les services de renseignement et leur demandent de garder cette information privée. Ils révèlent ensuite que cette mission est une opération de recherche pour une personne qui se trouve être l'archiduc Sokka le Grand. L'équipe reconnaît qu'un archiduc disparu est une affaire sérieuse, c'est pourquoi l'agence de renseignement ne peut pas opérer publiquement. Cependant, les gens ont commencé à remarquer sa disparition et les choses deviendront chaotiques si Zaka n'est pas retrouvé à temps. Il révèle aussi que Zaka a été en contact avec l'Empire, et si cette nouvelle est vraie, cela rendra leur tâche plus difficile. Alors qu'il les supplie d'accepter cette mission, l'équipe admet que ce travail est bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé, mais ils veulent toujours aider l'archiduc. Ils laissent la décision à leur capitaine, et Grant choisit de l'accepter. Le lendemain, ils se séparent en deux groupes pour recueillir des informations auprès des habitants, et les filles apprennent que Zaka est un extraverti qui apparaît souvent au hasard pour prendre des nouvelles des citoyens. Il fait aussi des tours de magie pour les plus jeunes et leur apporte même des fleurs, ce qui montre à quel point il est gentil et attentionné envers son peuple. À leur insu, une mystérieuse jeune fille écoute leur conversation. D'autre part, les garçons sont dans une armurerie où la forgeronne est contrariée parce que les gens disent que Zaka s'est rangé du côté de l'Empire pour créer une arme de destruction massive. Même si elle ne croit pas aux rumeurs, elle a remarqué plus de vaisseaux impériaux venir ici dernièrement et les choses empirent chaque jour. De plus, l'archiduc a ordonné l'extraction massive de minerais et d'acier liquide, ce qui le rend suspect. Puisque tout le monde est sur ses gardes à cause des rumeurs, elle leur conseille d'être vigilants. Plus tard, ils se réunissent pour discuter de ce qu'ils ont découvert, et tout le monde est unanime, les gens aiment leur archiduc. Ils discutent aussi de la façon dont il rassemblait du minerai brut et des outils, et certains croient qu'il fabrique une arme pour détruire le monde. Certaines personnes l'ont vu monter et descendre des vaisseaux de l'Empire, ce qui fait se demander à Rackham s'il n'y a pas une part de vérité dans les rumeurs. Alors qu'ils continuent de discuter de leur prochaine ligne de conduite, la jeune fille de tout à l'heure les suit et écoute leur conversation. Le lendemain, l'équipe visite une usine abandonnée où Zaka a été vue pour la dernière fois et la jeune fille les suit à nouveau, utilisant la magie pour se rendre invisible. Quand Catalina mentionne que quelqu'un les suivait, Lyria panique et Rackham dit qu'il l'avait aussi remarqué hier, il soupçonne que c'est un mage de l'Empire. Et quand Lyria exprime ses inquiétudes, Grant promet de la protéger quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, ils entendent que les filles crier et se précipitent vers elles, se faisant embêter par une bande de gobelins. Sans hésitation, il repousse les gobelins et sauve la jeune fille, et Grant lui offre la main. Il lui demande pourquoi elle les suivait, et elle révèle qu'elle cherche aussi l'archiduc, car il est son maître. Se dirigeant vers une taverne voisine, elle se présente comme Lo, et après quelques bavardages, elle révèle que Zaka est son professeur de magie. Catalina demande si elle parle de ses tours de passe-passe, mais Lo révèle qu'il est en fait un mage à part entière qui peut utiliser la vraie magie. Elle dit qu'il agissait étrangement quand les hommes de l'Empire ont commencé à lui rendre visite, puis un jour il a simplement disparu sans laisser de traces. Pendant qu'elle le cherchait, elle a vu leur groupe poser des questions aux autres sur l'archiduc, alors elle a commencé à les suivre.
Elle discute aussi des rumeurs concernant Zaka, mais elle est certaine qu'elles sont fausses car un homme aussi gentil que lui ne ferait jamais de mal aux autres. Voyant à quel point elle est inquiète, ils promettent de trouver l'homme, mais elle dit qu'elle ne restera pas inactive et s'impose dans leur groupe. Suite à cela, ils montrent à Lo les endroits qu'ils sont censés fouiller et elle confirme qu'ils visitaient souvent ces zones. Elle dit qu'elle a fouillé tous ces endroits minutieusement, sauf la carrière de Pierre car il faut un dirigeable pour s'y rendre. Ainsi, l'équipe décide de lui offrir un trajet à bord du Grand Chiffre. À bord, Lyria demande à Lo ce qu'elle fera si elle revoit Zaka et elle répond qu'elle le giflera pour être partie sans lui dire. Grant se joint à la conversation, disant qu'il pense souvent à ce qu'il dira à son père une fois qu'il le rencontrera. Il l'assure ensuite qu'ils trouveront Zaka et cela la rend heureuse. Peu après, ils atteignent une carrière qui semble n'être qu'un trou géant sans rien à l'intérieur. Ils décident d'abandonner, mais Lo sent des traces de magie à l'intérieur et utilise sa baguette pour révéler une entrée secrète qui mène sous terre. En empruntant les escaliers, ils atteignent une gigantesque installation de recherche avec de grandes machines, et peu après, Lyria sent quelque chose qu'elle ne peut pas entièrement expliquer. À ce moment-là, Drang et Sturm apparaissent, révélant qu'elle sent une bête primordiale parce que les Astrales ont utilisé cet endroit autrefois. L'équipe se prépare immédiatement pour un autre combat, mais Drang, étant un parfait idiot, révèle qu'ils ne sont venus ici que pour soutenir leur employeur. À cet instant, une personne lourdement armée s'avance et le visage de Catalina semble avoir vu un fantôme. Il s'avère que la personne en question est la conseillère suprême appelée la Chevalière à la Cape Noire, ce qui fait se demander à tout le monde pourquoi quelqu'un d'aussi important est ici. Lo lui demande pourquoi elle a kidnappé Zaka, seulement pour apprendre que la Chevalière à la Cape Noire le cherche aussi. Elle révèle que l'Empire avait financé un projet de recherche combiné avec Zaka, mais il a disparu avec le résultat. Le projet était sa propre idée d'utiliser le pouvoir des cristaux primordiaux et de les incorporer dans des machines, et c'est pourquoi l'Empire cible Lyria et la poupée de la Chevalière Noire. Dès qu'elle part, l'équipe des héros entend une explosion en arrière-plan et un monstre mécanisé sort de la fumée. Lo réalise rapidement que la machine fonctionne avec la magie de Zaka et essaie de le ramener à la raison, mais elle commence à attaquer. Grant bloque son coup de poing et maintient le robot en place pendant que Rakam utilise son fusil pour l'abattre. Il empêche ensuite Lo de s'approcher trop près et dit à tout le monde de s'enfuir, seulement pour que le robot se remette sur ses pieds. Ils parviennent d'une manière ou d'une autre à échapper au monstre et Lo s'effondre car elle espérait que sa voix pourrait atteindre Zaka à travers le robot. Lyria révèle que sa voix a bien traversé pendant qu'ils se battaient, alors elle lui demande de ne pas abandonner et de continuer d'essayer. Après qu'elle se soit réjouie, Rakam suggère de localiser une sortie, mais Catalina veut fouiller l'endroit pour tout signe de l'archiduc. À ce moment-là, Lyria entend une voix l'appeler et il décide de la suivre. Cela les mène à un escalier qui descend profondément, les faisant se demander à quoi il servait. En chemin, Lyria demande à Lo de leur en dire plus sur Zaka et elle dit que c'est un idiot maladroit qui oublie parfois de manger parce qu'il est tellement investi dans ses recherches. Il oublie aussi leur séance de tutorat et elle le trouve souvent couvert d'huile mécanique. De plus, il parle toujours de la façon dont il veut faire sourire les gens et tout ce qu'il fait est pour rendre les autres heureux. Lo dit que c'est une personne vraiment gentille, alors s'il fait vraiment quelque chose de mal, elle doit l'arrêter et utiliser sa propre magie pour le faire sourire. Peu après, ils atteignent un long couloir qui les mène à une sorte de grand palais souterrain. Là, ils trouvent une grande figure blindée, une bête primordiale appelée le géant de fer, en transe. Juste à ce moment-là, Zaka fait son apparition et leur dit sévèrement de partir. Lo le supplie de rentrer chez elle avec elle. Quand il ne reconnaît pas sa propre élève, ils comprennent qu'il est sous une forme de contrôle mental et essaie de le réveiller. Mais il ne cesse de jacasser sur la réanimation du géant de fer. Il mentionne aussi qu'il a trouvé le moyen de contrôler le pouvoir des cristaux primordiaux et leur rappelle immédiatement ce que la chevalière à la cape noire a dit. Grant protège rapidement Lyria qui demande à l'archiduc si c'est lui qui l'a appelé ici. Le vieil homme le confirme et lui demande de renoncer à son pouvoir, mais la chevalière à la cape noire, qui observait de loin, demande à sa poupée de verser du jus dans le géant de fer. Cela provoque le réveil du géant, alors l'équipe des héros se prépare à le combattre. Quand les attaques ordinaires ne parviennent pas à l'endommager, Lyria prête à Grant le pouvoir de Bahamut, mais il ne peut le gratter qu'à peine. Le géant projette Grant au loin, le forçant à s'accrocher à une chaîne à plusieurs mètres dans les airs. Alors que le géant s'approche lentement des autres, Lo utilise ses sorts pour le ralentir. Mais tous ses efforts échouent. Cependant, quand Lyria pose sa main sur son bâton, elle lance une attaque vraiment puissante qui fait tomber le géant en arrière. Réalisant qu'ils peuvent gagner en travaillant ensemble, Lyria renforce toute son équipe avec le pouvoir de la déesse du vent et ils font rapidement pencher la balance en leur faveur. En dernier recours, le géant de fer essaie de détruire tout l'endroit, mais Lo utilise un sort puissant pour mettre fin à la bataille une fois pour toutes. Elle s'approche ensuite de Zaka, furieuse, et le gifle, ce qui le ramène enfin à la raison.
Elle l'embrasse ensuite et lui dit qu'il existe d'autres moyens de protéger Waltz, il ne doit donc pas emprunter cette voie. La voir s'effondrer fait réaliser à Zaka qu'il a commis une terrible erreur. Alors il la serre dans ses bras et s'excuse, promettant de ne plus jamais la laisser derrière lui. Cependant, tout à coup, Zaka se fiche sur place et des débris commencent à tomber d'en haut. Ils le sortent rapidement et le ramènent chez lui, et cela plonge Lo dans un flashback chaotique du moment où ses parents sont morts et qu'elle a dû vivre seule. Alors que d'autres de son âge avaient la liberté de jouer et de s'amuser, elle devait se soucier de survivre dans ce monde où elle n'avait plus personne. Puis un jour, cet homme à l'air effrayant l'a approché et a fait apparaître des fleurs de nulle part pour lui remonter le moral. Après qu'elle se soit ouverte à lui, il lui a montré comment maîtriser sa magie et a pris soin d'elle dès ce jour. Elle ajoute que Zaka est ce qui se rapproche le plus d'un père dans sa vie, et cela fait monter les larmes aux yeux de Lyria, car elle n'a aucun souvenir de ses parents ni de son lieu de naissance. La seule famille qu'elle est Catalina, et elle ne peut même pas imaginer ce qu'elle ferait si quelque chose lui arrivait. La voyant si triste, Lo sort un tour de son maître et fait apparaître une fleur de nulle part pour remonter le moral de Lyria. Zaka lui a dit de faire ce tour chaque fois qu'elle voit un petit pleurer, mais elle ne comprend pas pourquoi il est si obsédé par leur bonheur. C'est alors que Zaka se réveille en disant qu'une nation dont la jeunesse a perdu le sourire n'a pas d'avenir. Quand il a commencé à observer les jeunes de cette ville, il a réalisé que la plupart d'entre eux étaient là tristes. Il a donc dû prendre des mesures importantes pour les rendre heureux. Lo ne comprend toujours pas pourquoi il créait une arme de destruction. Alors il explique que quelqu'un lui a rendu visite récemment et lui a donné quelque chose appelé la source de pouvoir. Cependant, ses souvenirs sont flous après cela, ce qui signifie qu'il n'était pas en contrôle. Il pense avoir été égaré par quelqu'un et avoir fini par utiliser le géant de fer pour ses sombres desseins. Cependant, Lyria révèle que le géant savait qu'il était une âme bienveillante au fond de lui. Alors, quand les débris sont tombés sur lui, le géant a utilisé son propre corps pour bloquer l'impact. Après que le cristal primordial de Lyria ait absorbé ses pouvoirs, ses souvenirs ont été transférés en Lyria. Elle sait donc que le géant voulait protéger Zaka. Elle lui montre ensuite un morceau de la carte du ciel que le géant de fer lui a laissé. Et même si elle veut le donner à Zaka, l'homme lui suggère de le garder pour elle. Après, Lo le remercie de son aide et demande ce qu'ils feront ensuite. Et Gran dit qu'il va trouver les îles astrales où son père l'attend. Quand elle demande s'ils ont une piste, ils se regardent avec des visages vides avant de toucher la carte du ciel qui leur montre une île bleue. Catalina et Rakam réalisent que que l'endroit ne peut être que les îles d'Auguste, alors ils décident d'y aller ensuite. Le lendemain, Zaka vient leur dire au revoir et peu après, Lo les rejoint avec ses bagages, révélant qu'elle les accompagnera aussi. Elle dit qu'elle veut voyager à travers le monde et devenir une mage encore plus puissante pour pouvoir faire sourire les gens, et Gran accepte de l'avoir à bord. Ailleurs, deux aventuriers, Mary et Carva, pillent un donjon pour trouver des trésors, mais ils activent toutes les pièges et se retrouvent dans de gros ennuis. Pendant ce temps, l'équipe des héros est dans une taverne avec Sierra qui les remercie de l'avoir emmené sur cette île, alors que Catalina lui dit qu'ils doivent s'arrêter ici pour faire le plein de provisions avant d'aller à Auguste. Rakam et Lo se disputent. Interrompant brusquement leur plaisanterie, Sierra leur offre une réduction dans sa boutique en signe de gratitude pour l'avoir aidé. Tout le monde est impatient d'acheter chez elle, mais elle leur demande d'attendre 3 jours pendant qu'elle rassemble des choses pour eux. Puisqu'ils ont du temps libre, elle leur parle des ruines dans une forêt voisine, et elle a aussi une requête pour les explorer. Rakam lui demande si elle a accepté de rassembler des provisions pour eux afin de leur refiler ce travail, et elle l'admet timidement. L'équipe accepte de prendre le travail, alors elle dessine sur une carte marquant les ruines. Le lendemain, malgré l'incapacité de Gran à suivre les directions, ils arrivent tant bien que mal aux ruines. Catalina conseille à tous d'être prudents car les ruines n'ont jamais été explorées auparavant. Mais quand Rakam ignore son conseil, Lo recommence à se disputer avec lui. Lyria s'avance avec enthousiasme et dit à tout le monde de la suivre, mais les dalles se brisent sous ses pieds et elle est maintenant à moitié enfouie dans le sol. Avant qu'ils ne puissent l'attirer, chaque membre commence à tomber l'un après l'autre jusqu'à ce que le sol cède et qu'ils se retrouvent en chute libre dans un toboggan. Cela les divise en 2 équipes, avec Catalina, Virne et Lyria dans l'une et les autres dans l'autre. Pendant qu'ils se demandent comment sortir d'ici, Catalina voit un monstre chauve-souris arriver vers elle et le découpe avec son épée. Elle remarque ensuite Lyria collant son oreille au mur et Lyria révèle qu'elle sait où Gran pourrait être. De l'autre côté, Gran sent aussi où se trouve Lyria car ils partagent tous deux une force vitale. Lo trouve plutôt romantique qu'ils soient attirés l'un vers l'autre, mais Rakam recommence à la taquiner. Au moment où Gran pointe vers la direction de Lyria, une vague d'eau inonde la grotte et Lo utilise la magie du vent pour les protéger. Une fois la crue passée, elle les guide vers Lyria. Pendant ce temps, Catalina et Lyria tombent sur un tas de pièges et manquent de tomber mortes. Heureusement, elles s'en sortent indemnes et reprennent de leur souffle dans une pièce où Lyria révèle qu'elle peut sentir Gran dans toutes les directions. Catalina soupçonne que Gran pourrait ne pas sentir Lyria,
Mais Virn dit que cela n'a pas d'importance car cet idiot ne trouverait pas sa maison même avec Google Maps. Virn leur dit ensuite qu'il est aux côtés de Grant depuis qu'il est jeune, c'est pourquoi il sait à quel point il a essayé de devenir plus fort pour rencontrer son père. Il ne veut pas non plus être un fardeau pour les autres, alors il fait toujours les choses le fuit seul et prend souvent des décisions imprudentes. Malgré le respect de l'ambition de Grant, Catalina pense qu'il est presque impossible que son père ait fait un aller-retour vers l'île astrale et que la vérité pourrait briser Grant. Pendant ce temps, Lo fait de son mieux pour éclairer son chemin en utilisant la magie de la lumière. Mais comme elle n'est pas douée pour cela, Rackham lui tend une bougie. Même si elle a appris à l'accepter, Rackham continue de la taquiner en l'appelant une sale gamine. Et cela mène à une autre dispute entre eux. Grant se met à rire de leur plaisanterie et révèle qu'il a déjà exploré une grotte avec Virn. Et quand ils se sont perdus, ils se disputaient aussi comme ça. C'est alors qu'ils entendent des explosions au-dessus du sol et ce sont Mary et Carva qui déclenchent d'autres pièges dans le donjon. Juste devant la salle au trésor se dresse un golem géant qui leur bloque le chemin. Mais Mary n'hésite pas et lui jette une bombe au visage. Cela provoque la fureur du golem qui attaque Carva. Mais juste à la dernière seconde, Gran apparaît et bloque son attaque. Il se casse le bras dans le processus, mais Lo enchaîne rapidement et le soigne avec de la magie. Quand le golem attaque à nouveau, Rackham utilise son fusil de sniper pour l'abattre, mais réalise qu'il a une auto-guérison. Il essaie de l'ouvrir pour que Mary puisse lancer une de ses bombes à l'intérieur du golem, mais même cela ne fonctionne pas. Grant tente sa chance avec l'épée, mais il est repoussé, bien qu'il apprenne que le golem attaque quiconque essaie d'entrer dans la salle au trésor. Utilisant cette information, il demande à Lo de créer une masse d'eau au-dessus du golem, qui est ensuite transformée en vapeur grâce à la balle de Rackham. Gren détruit ensuite sa jambe et dit à Mary de jeter une bombe dans sa bouche, mais quand elle manque la cible, Gran attrape la bombe et la smash dans la bouche du golem, comme s'il était LeBron James. Après l'explosion, le golem se transforme en un tas de sable et du haut tombe Lyria, qui glisse directement dans les bras de Grant. Catalina et Virn suivent bientôt et toute la bande est de retour au même endroit. Ils se dirigent ensuite vers la salle au trésor et la trouvent remplie à ras-bord de pièces d'or et de bijoux. Cependant, l'œil de Gran est attiré par une épée fantaisie enfouie dans l'or et quand il la retire, toutes les ruines disparaissent et l'or se transforme en sable. Cette nuit-là, tandis que Mary et Carva s'inquiètent pour leur or perdu, Sierra révèle que le client a refusé de payer parce que la ruine a disparu. Alors, à la place, elle les dédommage en les laissant garder l'épée et des provisions gratuites pour leur voyage. Grant offre l'épée à Mary et Carva, mais ils lui disent de la garder car il leur a sauvé la vie. Plus tard, Lyria rêve d'une immense bibliothèque où elle aperçoit une fille lisant tranquillement. Soudain, tous les amis de Lyria sont exécutés par cette même fille. Et quand Lyria exige de savoir pourquoi, la fille se retourne pour révéler qu'elle est en fait Lyria elle-même. C'est alors que Gran la réveille et elles fond immédiatement en larmes, demandant anxieusement si tout le monde va bien. Grant lui dit qu'elle a fait un cauchemar, alors elle regarde enfin, pousse un soupir de soulagement. Il lui assure que tout le monde va bien et qu'ils l'attendent tous sur le pont, ce qui lui redonne le sourire. Elle rejoint bientôt les autres alors qu'ils approchent d'Auguste, et les filles sont ravies de voir l'océan pour la première fois. Catalina est sur le pont, heureuse que Lyria et Lo soient devenus de bonnes amies, car Lyria n'a jamais eu d'amis de son âge. Elle croit qu'être avec des amis non seulement aide les gens à apprendre, mais cela apporte aussi un bonheur simple. Rackham dit en plaisantant qu'ils deviendront bientôt de vrais fauteurs de troubles, ce qui fait rire Catalina. Puis soudain, Rackham demande à tout le monde de bien s'accrocher avant de fendre Lo, et une fois qu'ils accostent, Lo commence à le gronder de ne pas les avoir prévenus plus tôt. Elle regarde ensuite autour d'elle et remarque que l'endroit semble plutôt vide, même si c'est un lieu touristique, ce qu'ils trouvent étrange. C'est alors que Lyria sent une faible aura d'une bête primordiale et demande à Gran s'il la sent aussi. Gran, lui, sent une odeur nauséabonde et ils suivent la puanteur pour trouver de la vase accumulée sur le rivage. C'est alors qu'ils remarquent de la fumée s'élever et un bateau passe, l'homme à l'intérieur leur criant de quitter la zone immédiatement. Cependant, il reconnaît Rackham et retire son masque, se révélant être le vieil homme Eugene. Il demande à Rackham ce qui est arrivé au grand chiffre pour apprendre que Rackham a réussi à le réparer et l'utilise actuellement pour ses voyages. Eugene suppose que Rackham est en vacances avec sa famille, avec Catalina comme épouse et les trois autres comme leurs enfants, mais il dissipe rapidement le malentendu. Rackham révèle ensuite qu'il voyage juste avec l'équipage et que cet idiot à l'air stupide là-bas est le capitaine. Eugène les emmène ensuite à la ville sur son bateau et en chemin, il explique qu'il est actuellement confronté à une crise. Auguste est en guerre avec l'Empire d'Oust parce qu'ils ont pollué la mer avec leurs expériences. Ils ont essayé de négocier, mais de fil en aiguille, ils sont maintenant en guerre. Cependant, Eugène espère qu'ils gagneront cette guerre car ils ont Léviathan, le gardien de la mer, de leur côté.
Il leur a demandé de prier Léviathan car cela leur apporterait bonne fortune. Peu après, il les emmène à Miséréa, une ville majestueuse construite sur l'eau. La ville est pleine de gens animés qui peuvent vivre leur vie en paix car les braves soldats tiennent la ligne de front. Plus tard, il apprend qu'un des marins a été attaqué par un monstre près de la ville et il révèle que d'autres ont commencé à apparaître récemment. L'eau se précipite rapidement vers l'homme et utilise la magie pour soigner ses blessures et Eugène admet qu'il pourrait utiliser quelqu'un d'habile au combat car ils n'ont pas d'armée appropriée. L'eau part immédiatement avec Virne pour soigner les blessés et Catalina accepte de donner un entraînement au combat aux troupes. Rakam partant pour régler quelques navires, Lyria et Gran demandent à Eugène s'ils peuvent aussi aider, alors il leur demande d'aller faire les courses pour eux. Il leur tend une note qui liste toutes les provisions dont ils ont besoin et ils l'acceptent avec joie. Pendant les quelques heures suivantes, ils vont de magasin en magasin, explorant la ville et s'amusant beaucoup. Dans la rue de la nourriture, un commerçant les prend pour un couple de touristes et leur offre de la nourriture gratuite, ce que Lyria accepte car elle a faim. Plus tard, Eugène et Rakam s'assoient pour le thé et quand Rakam grommelle d'être surmené, Eugène lui rappelle tout ce qu'il a fait pour lui par le passé. Eugène lui demande ensuite pourquoi il a fait de Gran le capitaine de son navire, alors que par le passé, il en était si obsédé. Rakam admet qu'il n'est pas fait pour être capitaine et l'ambition de Gran de voir le bout du ciel lui a donné envie de donner un coup de main au garçon. C'est alors que Lo et Virne reviennent, alors Eugène décide de leur préparer le dîner. En passant, il révèle que Catalina l'aide aussi à cuisiner, ce qui est une très mauvaise idée selon son équipe. C'est alors qu'ils entendent une explosion dans la cuisine et cela devient une situation éloquente. Pendant ce temps, Lyria aperçoit une bijouterie avec de magnifiques breloques et la commerçante lui dit qu'elle les a fabriquées avec les coquillages et les coraux qui s'échouent sur la plage. Elle affirme que le gardien de la mer bénit ceux qui les portent et chaque couleur correspond à une bénédiction. Lyria en choisit une bleue pour elle-même et la femme explique qu'elle représente une connexion profonde entre la mer et les habitants de cette ville. Gran l'achète immédiatement pour Lyria et le met dans ses cheveux, ce qui illumine son visage. La commerçante lui souhaite bonne chance pour conquérir cette fille, ignorant que des hommes mystérieux les surveillent. Alors qu'il rentre, il commence à pleuvoir fortement. Il s'abrite là où Lyria parle de Port-Brise, l'endroit où elle a fait ses courses pour la toute première fois. Elle se souvient que Catalina lui a acheté un journal et elle y écrit encore chaque jour toutes les choses qui se sont passées depuis qu'elle a rencontré Gran. Elle ajoute qu'elle a beaucoup à écrire aujourd'hui sur le fait d'avoir vu l'océan, rencontré Eugène, mangé de délicieux poissons et surtout reçu un joli cadeau de sa part. Elle dit à Gran que ce charme renforcera leur connexion et qu'elle en prendra grand soin. À ce moment, Gran est hypnotisé par sa beauté et est sur le point de lui prendre la main, mais l'instant est gâché par la cloche de la ville qui sonne. C'est alors qu'ils aperçoivent un arc-en-ciel dans le ciel, et en le regardant, Gran réalise qu'il lui reste une chose à acheter. Il dit à Lyria de rester là, mais dès qu'il part, Lyria est enlevée par des hommes mystérieux. Gran sent qu'elle est en danger et se précipite immédiatement, mais elle est déjà partie au moment où il revient. Il la cherche frénétiquement et la trouve emmenée dans un bateau, et malgré tous ses efforts, les ravisseurs réussissent à s'enfuir avec elle. C'est alors que les cuirassés de l'Empire apparaissent et commencent à attaquer la ville. Au port, les ravisseurs amènent Lyria au général Palmer, qui dit à ses hommes de faire leur bagage car il est temps de partir. Quand un des habitants commence à se plaindre de la destruction causée par l'Empire, Palmer commence à blâmer Lyria car ils ne seraient pas venus ici sans elle. Il dit ensuite à Lyria qu'il épargnera ses gens si elle coopère avec eux, mais Lyria ne souhaite pas l'accompagner. Elle dit qu'elle veut continuer son voyage avec Gran et les autres, mais Palmer refuse de la laisser partir. Il dit qu'elle n'est qu'un simple outil laissé par les astrales pour détruire le monde, tout comme le pistolet dans sa main. Lyria soutient qu'elle est humaine et ne fera de mal à personne, ce qui fait réaliser à Palmer qu'elle a dû perdre ses souvenirs. Il agite ensuite un cristal devant son visage et lui demande de se souvenir du temps où elle était un sujet de test avec les autres. Il lui demande de se souvenir de ce qu'elle a fait aux autres et des images défilent devant les yeux de Lyria, la faisant se couvrir les yeux d'horreur. Palmer la manipule en lui faisant croire qu'il n'est pas sûr pour le grand public qu'elle marche parmi eux. Et même si elle reste avec ses amis, elle leur apportera douleur et souffrance. Cela lui rappelle un cauchemar qu'elle a eu quand elle est arrivée dans cette ville et un regard de terreur apparaît sur son visage. Palmer retire ensuite le charme de ses cheveux et le brise en morceaux. Et pendant qu'elle ramasse les morceaux cassés, Gran s'approche du port et commence à abattre les forces de l'Empire tout seul. C'est alors qu'il remarque Lyria à genoux, les larmes aux yeux. Et suite à cela, le Léviathan apparaît et brise le navire de Palmer en deux. Utilisant le chaos à son avantage, Gran passe à travers les chevaliers et jette Palmer à l'eau avant de prendre des nouvelles de Lyria. Les autres les rejoignent aussi, mais ils réalisent vite qu'elle n'est pas elle-même en ce moment. Avant qu'ils ne puissent la sortir de sa transe, le Léviathan envoie une énorme vague vers la ville et l'inonde. Gran se retrouve en train de se noyer aux côtés de Lyria,
mais une mage nommée Rosetta les tire tous les deux de l'eau. Cette nuit-là, le groupe réalise que Lyria est tombée en transe et tous leurs efforts pour la réveiller ont échoué. C'est alors que Rosetta entre dans la pièce et informe que le dragon qu'ils ont vu plus tôt est la bête primordiale, Léviathan. Puisque l'Empire a pollué l'océan, il est devenu en colère et a agi de manière irrationnelle. Catalina demande si cela a un rapport avec l'état de Lyria, mais Rosetta leur assure qu'il n'y a aucun lien. En réalité, Lyria a éteint son cerveau comme vous tous pendant les cours de maths, et aucune magie ou médecine ne l'aidera. Il y a un moyen de la réveiller, mais s'il la force à s'éveiller, les choses pourraient empirer. Pendant que l'eau panique, Rackham dit calmement que leur seule option est de lui parler, mais leurs mots pourraient ne pas l'atteindre. Cependant, Catalina réalise que puisque la force vitale de Gran est connectée à Lyria, il pourrait être capable de l'atteindre. Avant qu'il ne puisse agir sur ce plan, Rackham devient méfiant envers Rosetta car elle est apparue soudainement, mais Gran l'assure qu'elle est amicale car elle les a sauvés de la noyade et les a même aidés à s'échapper à Port-Brise. Après son départ, un marin informe Eugène que la mer s'agite à nouveau, alors lui et Rackham décident d'aller voir ce qui se passe. Plus tard, Gran et Catalina restent aux côtés de Lyria et Gran lui raconte tout ce qui s'est passé. Il a entendu Palmer dire à Lyria qu'elle détruirait tout à nouveau, ce qui le fait se demander si Lyria a fait quelque chose de mal dans le passé. L'expression de Catalina change et elle accepte de lui raconter tout ce qui s'est passé avant qu'il ne le rencontre. Elle révèle que l'Empire menait une expérience sur Lyria et quelque chose appelé l'essence sombre qui avait rendu certains loups enragés. Quand Lyria fut amenée devant ces loups, ils moururent tous étrangement et elle créa un être vraiment puissant qui finit par décimer toute l'île. Après cela, l'Empire décida de la garder confinée pour qu'elle ne perde plus le contrôle. Catalina fut chargée de veiller sur elle et à l'époque, elle avait un air stoïque. Cependant, Catalina vit au-delà de son apparence et commença à lui enseigner différentes choses sur le monde jusqu'à ce qu'elle commence à montrer plus d'émotions. Finalement, elle développa un intérêt pour le monde extérieur et Catalina souhaitait pouvoir emmener Lyria et lui offrir une vie normale. C'est alors qu'elle passa à l'action et le rencontra sur l'île. Depuis ce jour, Lyria a beaucoup appris de lui et Catalina admet qu'elle n'aurait jamais pu lui enseigner ces choses seule. Chaque nuit, avant de s'endormir, Lyria lui raconte les choses qu'elle a faites avec Gran et Virne ce jour-là, et Catalina est heureuse qu'elle se soit fait de nouveaux amis. En entendant cela, Gran est contrariée de ne pas avoir pu protéger Lyria et s'excuse auprès de Catalina, mais elle soutient que c'est sa faute puisqu'elle est censée être la gardienne de Lyria. Elle remercie Gran pour tout ce qu'il a fait pour Lyria et lui demande de se reposer pendant qu'elle la surveille. Gran rejoint ensuite Virne sur le balcon avec beaucoup de choses en tête. Alors Virne lui demande de parler. Gran dit qu'il ne sait pas quoi dire à Lyria pour la réveiller et il ne comprend pas non plus ce qu'elle protégeait, ce qui a conduit à son état actuel. Virne lui dit que personne d'autre que Lyria ne peut répondre à ses questions. Alors Gran devrait découvrir ce qu'elle a gardé en elle. Il rappelle à Gran que leurs vies sont connectées. Et s'il dit à Lyria ce qu'il ressent vraiment, elle voudra certainement revenir. Gran se décide et est sur le point de revenir quand il rencontre Rosetta, qui lui dit qu'elle peut l'emmener voir une bête primordiale, ce qui pourrait l'aider à réveiller Lyria. Il discute de ce plan avec Rackham et bien qu'il soit sceptique au début, une petite impulsion d'Eugène est tout ce dont il a besoin pour accepter cela comme leur seule option. C'est alors qu'une Lo en colère entre dans la pièce, se plaignant qu'ils ont pris une décision sans elle. Elle déclare que Lyria est aussi son amie et qu'elle veut aider aussi, c'est pourquoi elle viendra avec eux. Plus tard, ils retrouvent tous Rosetta sur la plage et elle leur annonce que leur prochaine destination est la jungle luxuriante de l'île de Lumizy. Alors qu'ils s'envolent vers l'île, les tensions sont vives car tout le monde s'inquiète pour Lyria et Rackham fait clairement savoir qu'il ne fait absolument pas confiance à Rosetta. Peu après, ils atteignent leur destination et Rosetta leur demande de se garer près de l'arbre géant au centre. Pendant ce temps, Lyria est plongée dans un rêve, errant dans la même bibliothèque, cherchant frénétiquement, désespérément, ses amis. Ils apparaissent de tous à ses côtés et Gran lui tend même la main, mais dès qu'elle les touche, ils se transforment en cendres et en poussière. Les voir tous mourir lui rappelle ce que Palmer a dit et elle commence à croire qu'elle ne peut pas être avec ses amis car elle finirait par leur faire du mal. Alors qu'elle se recroqueville, de la glace commence à se former dans la bibliothèque. Pendant ce temps, Rosetta mène l'équipe des héros vers une grotte et quand Rackham se plaint du terrain, elle affirme que c'est la route la plus courte vers la bête primordiale. Alors qu'ils la suivent de l'autre côté, la grotte s'ouvre sur un bassin avec un arbre gigantesque au centre, ce qui hypnotise Graham. Rosetta appelle alors la bête primordiale Yggdrasil et une magnifique jeune fille aux cheveux roux apparaît dans l'arbre. Elle se réveille lentement et descend de l'arbre en volant avant de sauter dans les bras de Rosetta comme si elles étaient les meilleures amies du monde. Cependant, elle devient immédiatement triste en voyant Lyria et Gran la supplient de les aider. Acceptant leur requête, Yggdrasil crée un chemin vers une ruine toute proche et leur demande de la suivre. Là, ils allongent Lyria et Rosetta dit à Gran qu'elle l'enverra dans l'esprit de Lyria avec l'aide d'Yggdrasil.
Sa mission est de retrouver Lyria et de la convaincre de se réveiller, et tout dépendra de ce qu'elle lui dira. Avant qu'il ne parte, Io lui tend le talisman qu'il a acheté pour Lyria, disant qu'elle et Virn sont restés éveillés toute la nuit pour le réparer. Sur ce, Gran entre dans l'esprit de Lyria et se retrouve dans une bibliothèque inondée. Nageant à travers les cristaux de glace, il voit Lyria assise seule au fond et l'appelle par son nom. Quand elle ne répond pas, il lui dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, alors elle devrait lui parler de ce qu'elle ressent. Étrangement, elle lui dit que tous ces livres sont des souvenirs de son passé et qu'elle les a enfermés ici parce qu'elle n'a pas le courage de les lire. Cependant, elle affirme qu'elle apportera le malheur à tous ceux qui l'entourent et téléporte Gran sur l'île où ses pouvoirs sont devenus incontrôlables. Après lui avoir montré ce qui s'était passé, elle s'en est voulu, mais Gran a blâmé l'Empire qui l'y a forcé. Pourtant, Lyria dit que c'est son pouvoir et qu'elle seule est responsable. Elle dit qu'elle a réfléchi à ce que Palmer a dit et qu'elle a réalisé quelle est la cause de tous les problèmes qu'ils ont rencontrés jusqu'à présent. Quand Gran essaie de s'approcher, elle lui dit de rester loin ou elle pourrait le détruire aussi, mais il lui répond que toutes les villes qu'ils ont visitées jusqu'à présent ont été sauvées de la destruction grâce à ses pouvoirs. Lyria rétorque que Catalina était une chevalière royale exceptionnelle employée par l'Empire, mais qu'elle est maintenant une paria uniquement parce qu'elle a choisi de l'aider. Gran l'assure que Catalina ne ressent rien de négatif envers elle, mais Lyria pense qu'elle ne le dit que parce que c'est une personne gentille. Elle souligne ensuite le fait que Gran est littéralement mort pour la sauver, mais Gran le voit différemment car elle l'a en fait ramené à la vie et lui a donné une chance de partir pour ce voyage. Elle soutient qu'il aurait été plus libre s'il avait entrepris ce voyage sans elle, et que l'avoir à leur côté ne ferait que ruiner leur vie. Elle ne veut pas nuire à leur avenir, alors elle décide qu'elle mettra fin à son voyage ici. Alors que Gran commence à flotter vers le haut, elle lui dit qu'elle lui donnera toute sa force vitale, et quand il se réveillera, elle sera déjà partie. Malgré les supplications de Gran de ne pas mettre fin à sa vie, elle se prépare à un adieu sincère, mais s'arrête au dernier moment en voyant le talisman qu'il a acheté pour elle. Cela a permis à Gran de se rapprocher d'elle, et il lui a dit que tout le monde voulait qu'elle revienne parce qu'il lui manquait. Il l'assure qu'elle n'a rien ruiné, mais qu'elle est plutôt le ciment qui les unit tous, quand il lui demande de revenir afin qu'ils puissent renforcer leurs liens et avoir un avenir radieux ensemble. Ses yeux se remplissent un phare de larmes et elle prend enfin sa main. Dès qu'elle le fait, la bibliothèque disparaît et Yggdrasil crée un arbre sous leurs pieds, leur permettant d'admirer le ciel ouvert et le magnifique arc-en-ciel. Là, Gran promet qu'il ne la quittera plus jamais et qu'il sera là pour la protéger si elle a besoin de lui. Sur ce, ils se tiennent la main et se réveillent dans le monde réel où Lyria s'excuse de les avoir inquiétés. Catalina serre immédiatement Lyria dans ses bras, soulagée qu'elle aille bien. Sur ce, Yggdrasil laisse volontiers Lyria absorber ses pouvoirs, mais avant qu'ils ne puissent pas célébrer cette joyeuse occasion, ils entendent des coups de canon au loin. Juste à ce moment-là, un cuirassé de l'Empire survole l'île et Palmer arrive avec ses chevaliers, leur demandant de brûler toute la forêt. Catalina et les autres se présentent pour l'arrêter et il leur demande immédiatement de leur livrer Lyria, car elle n'est qu'une arme. Quand Gran soutient qu'elle n'est qu'une fille, Palmer leur rappelle les choses qu'elle a faites par le passé, mais Catalina prend sa défense, disant que Lyria comprend les conséquences de ses pouvoirs et ne les utilise que pour le bien. Sans autre choix, Palmer sort un cristal magique pour attirer les monstres de la forêt, et peu après, l'équipe des héros est encerclée par les monstres et les chevaliers. Alors qu'ils chargent, Rosetta arrête l'attaque initiale, permettant aux autres de lancer une contre-attaque. Travaillant ensemble, ils défont tout le monde et Gran détruit même le cristal que Palmer utilise. Implorant d'abord la pitié, Palmer sort rapidement son arme, mais il est choqué quand Lyria invoque la déesse du vent Tiamat avec une telle désinvolture. Lyria déclare qu'elle n'aura plus peur parce qu'elle a des amis, avant d'utiliser les pouvoirs de Tiamat pour projeter tout le monde au loin. Une fois la bataille terminée, ils réalisent que Rosetta a disparu, mais Gran espère qu'ils la reverront. Lyria révèle alors qu'elle pouvait entendre Léviathan lui parler, et même s'il voulait protéger la mer et les gens, la pollution a corrompu son esprit et il a fini par les attaquer par accident. Lyria veut l'aider, alors l'équipe décide de retourner à Auguste. Alors qu'ils s'envolent, Rosetta les observe d'en bas, remarquant que Gran est exactement comme son père. « Attendez une minute. Qui êtes-vous » Peu après, Eugène se surprend à repenser au moment où il a sauvé sa fille Apollo du Léviathan. Juste à ce moment-là, ces hommes entrent dans la pièce et l'informent que Léviathan et un essaim de monstres ont été aperçus près de la ville. Quand Gran et les autres arrivent, ils assistent à une véritable guerre entre les citoyens et leurs divinités, tandis qu'Eugène les supplie d'arrêter. Juste à ce moment-là, le Chevalier Noir apparaît et le protège des attaques avant de disparaître à nouveau. Gran et les autres le rejoignent bientôt, et Eugène explique que Léviathan est devenu berserk sur la ville sans aucune raison. Gran veut aider, mais Eugène dit qu'ils ne font pas le poids face à ce Gyarados surpuissant et qu'ils devraient évacuer la ville.
Cependant, Lyria révèle que Léviathan utilisait sa propre force vitale pour purifier la mer. Mais comme il est au bord de l'effondrement, il a besoin de se nourrir de vie pour se reconstituer. Elle explique que s'il trouve un moyen d'apaiser la souffrance de Léviathan, il retrouvera ses esprits et cessera de nuire à la ville. Alors Eugène accepte d'aider. Il dit à ses hommes d'éliminer tous les monstres de la zone, sauf Léviathan, permettant à Gran et aux autres d'exécuter leur propre plan. Quand ils se retrouvent encerclés, Mari et Carva arrivent de manière inattendue à leur aide, les aidant à poursuivre leur chemin. À proximité, une mage et une épéiste, Yodara et Yuel, remarquent la pollution dans l'eau et réalisant que tous les poissons mourront si le Léviathan tombe, elles décident d'aider aussi. Juste à ce moment-là, l'équipe des héros voit une méchante aux cheveux roses nommée Narmaya, s'occupant des monstres avec une maîtrise experte de l'épée, et une fois qu'elle voit l'intention dans les yeux de Gran, elle accepte de l'aider. Ils repèrent également une tireuse d'élite nommée Sylva, utilisant son fusil de précision pour les aider à avancer. Mary et Carva se retrouvent bientôt dos au mur, mais une équipe de maîtres, dont Soriz, apparaît et les sauve. L'homme utilise ensuite ses incroyables compétences de Jimbro pour éliminer davantage de monstres, laissant les filles sous le choc. Pendant ce temps, Gran et les autres se retrouvent une fois de plus encerclés par des monstres, et cette fois, Jessica, avec son bazooka, les aide. Même avec sa contribution, il semble n'y avoir aucune fin aux monstres. Alors Rakam et Yo se mettent enfin d'accord pour les vaincre. Pendant que Soriz boxe avec les poissons, un combattant de rue nommé Feather le rejoint et utilise son point éclair pour l'impressionner. Juste au moment où les choses semblent bien se présenter pour les héros, le Léviathan utilise les monstres restants pour créer une tornade et causer la destruction dans la ville. Il suppose que Léviathan commande les monstres, mais Gran réalise que quelque chose d'autre dans la nuée fait le sale boulot. Sans moyen de localiser le commandant, Virn demande à Lyria d'invoquer Bahamut et de tout calciner, mais elle refuse de laisser Léviathan brûler dans le processus. Juste à ce moment-là, ils sont attaqués, mais une magneuse de sabre dévie rapidement l'attaque. Quand ils s'échappent là où elle se trouve, elle se présente comme Charlotta, capitaine de l'ordre des Chevaliers Sacrés de Lumiel. Juste à ce moment-là, une gigantesque boule de monstres commence à se former au-dessus de la ville et une mage de feu nommée Zeta l'observe d'en haut. Elle décide de l'arrêter avant qu'elle ne devienne trop dangereuse et elle est si forte qu'une seule de ses attaques détruit la boule. Tous les monstres sont dispersés, Eugène cherche le commandant et en repère un avec des yeux brillants. Après l'avoir abattu, Lyria utilise les pouvoirs d'Yggdrasil pour confiner le Léviathan et tout repose sur Gran pour le sauver. Gran esquive habilement ses attaques et poignarde le cristal primordial sur son cou, ce qui fait s'échapper une substance visqueuse et toxique. Cela brûle non seulement Gran mais aussi Lyria, mais ils supportent tous deux la douleur et détruisent le cristal, libérant Léviathan de sa souffrance. Une fois que la poussière retombe, Eugène réalise que toutes ces années auparavant, Léviathan protégeait en fait sa fille lorsqu'elle avait disparu en mer, alors il le remercie pour cela. Il souhaite qu'Apollo rentre à la maison pour qu'il puisse lui dire la vérité. Sur ce, Léviathan choisit de retourner au cristal primordial de Lyria, la laissant avec un autre morceau de la carte céleste. Juste à ce moment-là, Orchid, la subordonnée du Chevalier Noir, prend une partie de son pouvoir à Lyria, et Lyria exige de savoir si elle est la même qu'elle. Quand le Chevalier Noir dit qu'elle lui dira en temps voulu, Orchid l'appelle par le nom d'Apollo, révélant qu'elle est la fille de Jen. Cette nuit-là, pendant que la ville célèbre, Mari et Carva font leurs adieux à Gran et espèrent le revoir. Io demande à Lyria si elle espère revoir quelqu'un aussi, et elle dit qu'elle veut rencontrer Orchid pour en apprendre un peu plus sur elle-même. Elle admet qu'elle était terrifiée de découvrir des choses sur elle-même par le passé, mais grâce à tous ses amis, elle s'est ouverte à cette idée. Juste à ce moment-là, Eugène arrive après avoir bu une bonne pinte de bière et déclare Gran le héros qui a sauvé la situation. Il remercie tout le monde pour leur aide, admettant qu'il n'avait jamais imaginé qu'un équipage de débutants puisse gérer une mission aussi énorme. Il demande ensuite à Gran s'il cherche de nouveaux membres d'équipage, révélant qu'il est intéressé à les rejoindre. Il explique qu'il avait repoussé quelque chose d'important depuis bien trop longtemps et qu'il veut s'en occuper tant qu'il peut encore marcher droit. Il les supplie de le laisser se joindre à eux et Gran l'accueille joyeusement à bord, disant que son expérience sera essentielle pour eux. Alors qu'ils se réunissent pour gagner un verre, Gran et Lyria portent un toast à leur amitié et le lendemain, ils reçoivent un véritable adieu des citoyens, reconnaissants pour leur contribution. Sur ce, le grand Cypher reprend son envol. Et tout l'équipage est impatient de découvrir ce qui les attend. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Gran retrouvera-t-il son père aux îles astrales? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo.